Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois d'octobre. Comme d'habitude pour ce nouvel update lecture, on va commencer par quelques statistiques. Cette vidéo sera très courte, je vous préviens, puisque je n'ai lu que 4 livres au mois d'octobre. Je n'en ai abandonné aucun. Les 4 livres que j'ai lus, je les ai lus en version physique. Il y en a un que j'ai lu en version audio en même temps. Je n'ai lu aucun livre numérique. Pour un total de 1510 pages, c'est-à-dire approximativement 48 pages par jour, avec une moyenne de 4 étoiles, et j'ai intégré 12 livres à ma pile à lire sans en enlever aucun sans l'avoir lu. Alors évidemment, au mois d'octobre, j'avais des excuses pour ne pas avoir beaucoup lu. Je me suis mariée au début du mois d'octobre, et puis voilà, j'ai enchaîné 2 semaines de congés consécutives. Il y a eu un week-end où j'étais aussi pas disponible. Bref, plein de choses qui font que mon mois d'octobre a été très peu centré autour de la lecture, ce qui est dommage parce que c'est quand même une des choses que je préfère faire au monde. Mais il y avait des priorités et là, clairement, c'était pas une priorité. J'espère que pour le mois de novembre, ça va aller mieux. Mais on est déjà le 10 et je n'ai pas terminé un seul livre pour l'instant. Le premier livre que j'ai lu, que j'ai terminé au mois d'octobre, c'était La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec un animal sur la couverture et il était également dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie Le Portrait du Mal, pour laquelle je crois qu'il fallait un visage, sinistre ou pas, mais un visage en tout cas sur la couverture, donc ça collait plutôt bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 4 adolescents qui sont chacun issus d'un clan différent. La légende des 4 clans. Chacun de ces clans est métamorphe, ce sont des clans de yokai. Donc on a le clan des loups, le clan des serpents, le clan des aigles et le clan des tigres. Et ces 4 clans sont ennemis, ont toujours été ennemis depuis très longtemps. Et ils vivent parmi les humains, plus ou moins. En fait, les communautés de yokai sont séparées du monde humain. Et ça se passe dans un futur, alors pas post-apocalyptique, mais post-guerre qui aurait opposé les yokai et les humains. Donc les deux races se sont séparées, chaque clan de yokai s'est isolé en plus d'être isolé des humains. Et on essaie d'intégrer les yokai enfants aux humains, ils partagent en gros la même école. Mais dès l'âge adulte, ils se reséparent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble, on va dire, plus ou moins. Bref, les yokai, donc chaque clan est ennemi avec les autres, comme je vous l'ai dit, mais il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas une menace plus grande que ces guerres intestines entre les différents clans de yokai, et nos 4 adolescents, les 4 héros de cette aventure vont devoir s'allier malgré leurs différends et leurs différences pour le bien commun, pour la survie de tous les yokai. Comme je l'ai dit, c'est de la SF, c'est une dystopie et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais plus à du fantastique, voire de la fantasy. Mais ça se passe effectivement dans un monde qui pourrait être le nôtre, mais dans le futur, après un cataclysme, après cette guerre qui aurait opposé les yokai et les humains. Ça m'a pas déplu, mais je m'y attendais pas. J'ai pris énormément de plaisir à la lecture, j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors, ce sont des adolescents, donc il y a un peu de drama, certaines réactions sont disproportionnées. En même temps, je les trouve extrêmement matures, je trouve qu'ils ont des réflexions qui sont plutôt logiques, et on a quelques petits éléments de comique apportés par notamment un personnage, un très jeune enfant, le frère cadet de nos héros, qui est encore très jeune et qui du coup ne comprend pas trop pourquoi on se fait la guerre. Enfin, peut-être que elle c'est une louve et moi je suis un tigre, mais elle est gentille, alors pourquoi on serait pas amis? Ce genre de choses. Et il est vraiment innocent et plein de bonne volonté. Et, après tout, enfin voilà, si les gens sont gentils, pourquoi ce serait pas nos amis? Ce qui est totalement logique. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça. Enfin, faut croire. Et voilà, c'est les éléments comiques, comme Cassandra O'Donnell sait bien le faire dans toutes les séries que j'ai pu lire d'elle jusqu'à présent. Donc celle-ci, je la conseillerais à partir de 12 ans, je dirais, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez dures. On est sur un récit adolescent, mais je rappelle qu'on assiste à une guerre, à une certaine tranche des humains qui souhaitent exterminer les yokai,
Les yokai, malgré tout, sont des métamorphes donc, qui sont capables de se transformer en animal sauvage et qui ont forcément des instincts d'animaux sauvages, même si en tant que métamorphes, ils ont la capacité, en général, de réfréner certains de leurs instincts. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être dangereux. Donc on assiste à des scènes qui sont un poil cracra, un poil hein, quand même, c'est pas non plus du gore hardcore, mais c'est pour ça que je ne conseillerais pas avant 12 ans. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, beaucoup aimé l'écriture. Le pitch de base m'intéressait, on va dire que c'est pas forcément l'histoire la plus incroyable ou innovante du monde, mais c'est plutôt bien construit. L'autrice réussit à nous emmener au bout de son récit sur un rythme très convaincant et on a envie de lire la suite parce que même si une partie de l'histoire est résolue dans ce tome 1, le conflit est toujours là et le conflit naît seulement dans ce tome 1. On assiste vraiment à la naissance de ce qui va se dérouler, je pense, dans les tomes suivants. Et j'ai très hâte de voir comment vont se débrouiller nos personnages. J'ai trouvé qu'il y avait quelques éléments de logique cependant qui étaient un peu en dessous, notamment parce que même si ce sont des adolescents qui, pour certains, ont déjà vécu une guerre et qui ont une croissance différente des humains, ben, je trouve qu'ils ont quand même énormément de responsabilités. Je sais pas, c'est peut-être à voir dans la suite, dans les 3 tomes suivants, si l'autrice réussit à me convaincre un peu plus. Vu que j'aurais côtoyé un peu plus longtemps les personnages, peut-être que ça me choquera un peu moins. Là, pour le coup, il y a vraiment certains éléments où je me suis dit, mais même si c'est des yokai, il y a certains actes, certaines réflexions qui sont pas compatibles avec leur âge. J'ai quand même passé un super moment. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copa, il est atteint la moyenne de 7,86. Ensuite, opinion controversée. Controversée par moi-même, en fait, parce que je vais vous parler maintenant de mon livre préféré du mois d'octobre. Et contrairement à ce que je croyais en commençant à lire les romans du mois d'octobre, et contrairement à ce que la plupart d'entre vous, je pense, croyaient quand j'ai fait ma palle des cartes, ce n'est pas le roman auquel vous pensez qui est mon roman préféré du mois d'octobre. Et ça m'a étonnée moi-même quand j'ai revérifié la note que j'avais mise à ce livre-là. Mais je trouve que ça se justifie. Donc, mon roman préféré du mois d'octobre, c'était La 25e heure, le tome 1 de Feldrik Riva. C'est... Je crois pas qu'il a de titre de série en fait. C'est La 25e heure, première enquête. Le tome 2, c'est Le Chrysanthème Noir, mais je suis même pas sûre que ce soit La 25e heure, tome 2, Le Chrysanthème Noir. Bref. Ce tome 1 de la série de Feldrik Riva aux éditions de l'Homme Saumon. Déjà, regardez-moi cette couverture. Voilà, donc, magnifique. Alors, on est dans un univers qui est le nôtre. Ça se déroule à Paris au moment de l'exposition universelle, un peu avant l'exposition universelle. Mais on est sur une ambiance steampunk et celui-ci, il était dans ma palle des cartes pour un polar. Et il était aussi dans mon Pumpkinathon Challenge pour la catégorie Ghost Hunt. Je confirme qu'on est effectivement sur un polar, on est sur une histoire policière. On va suivre les aventures d'un enquêteur à Paris, au moment, comme je l'ai dit, de l'exposition universelle. On a des cadavres qui disparaissent et qui ressurgissent, on ne sait pas pourquoi. On a un fameux chrysanthème noir qui est le point commun, enfin un des points communs entre les cadavres disparus. D'autres points communs que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas vous spoiler. Et on assiste à l'arrivée dans la police, donc en tant que binôme de ce fameux enquêteur qui est très mystérieux, l'arrivée donc d'un jeune policier qui vient tout juste de sortir de l'école de police, qui a eu les meilleurs résultats à l'école de police, c'était le best du best, et il débarque en tant que nouveau coéquipier de notre personnage principal secondaire. On va dire que l'intrigue est suivie plutôt du côté de notre jeune enquêteur, dont j'ai oublié le nom, parce que moi et les noms des personnages, voilà, Bertillon.
Bertillon, c'est le nom du personnage principal, donc qui est ce jeune enquêteur. Et à côté de ça, on a l'inspecteur Lacassagne, je crois que c'est ça, qui est le fameux inspecteur très mystérieux que peu de gens aiment, mais qui est efficace, qui connaît son métier et qui est vraiment très particulier. Mais j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré tous les personnages d'ailleurs. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à aimer autant cette histoire et je suis tellement contente de l'avoir sortie parce qu'il faisait partie des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Donc si je l'avais pas lu maintenant, je l'aurais jamais lu. Et je suis trop contente parce que c'était vraiment une lecture phénoménale. Pas un coup de cœur, mais j'ai passé un incroyable moment de lecture. L'auteur a une plume. Waouh! J'espère avoir l'occasion de le rencontrer un jour en salon, parce que ce livre-là, je l'avais acheté aux Imaginales 2018, il me semble, et malheureusement, l'auteur n'était pas présent. Donc déjà, c'est un petit miracle que je l'ai, parce qu'en général, quand je vais à un salon, je n'achète que les livres des auteurs qui sont présents pour pouvoir en parler avec eux et obtenir une dédicace. Là, l'auteur n'était pas présent, mais j'ai quand même acheté le bouquin. Attends, j'ai été convaincue par la couverture. En plus, il a un soft touch absolument incroyable. J'aurais aimé vous lire un extrait pour que vous appréhendiez un petit peu le style de l'auteur qui m'a complètement conquise. Mais je n'en trouve pas qui soit vraiment représentatif de ce que j'ai aimé dans ce style. On est sur une plume qui immerge complètement le lecteur dans l'époque. J'avais l'impression d'y être et de lire, je sais pas, les journaux qu'on aurait pu lire à l'époque et qu'on doit pouvoir encore trouver, je pense, dans certaines archives, avec un style propre à ce type de population, à ce siècle en fait, tout simplement, à cette période de l'histoire. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'était incroyable. J'ai mis le tome 2 dans ma wishlist, j'espère que je pourrai le lire bientôt. Et je vais essayer de regarder un petit peu ce que l'auteur a fait d'autre. Parce que si son style reste proche, similaire dans ses autres histoires, je pense que ça peut énormément me plaire. L'histoire était intéressante. On a, comme je vous l'ai dit, cette enquête pour découvrir ce qui se passe avec les cadavres de la capitale, à Paris, puisqu'ils disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Certains ressurgissent, d'autres non. Le but, c'est comprendre ce qui se passe, pourquoi ces cadavres disparaissent, qui est-ce qui fait disparaître ces cadavres, etc. Et ça, c'est un peu le pitch de base, mais on s'enfonce dans une enquête qui va nous emmener dans les rues les plus sales de la capitale, avec des personnages tous plus patibulaires, antipathiques et monstrueux les uns que les autres. Attention, trigger warning, on a une scène en particulier qui m'a vraiment retourné l'estomac. On va parler de viol, on va parler d'agression sexuelle, on va parler de cruauté envers les animaux. On assiste à des scènes de torture, on assiste à des scènes de mise à mort. C'est assez violent, c'est visuel, graphique, c'était ça le mot que je cherchais. Donc faites attention si vous êtes sensible, notamment par rapport à ces sujets, et renseignez-vous bien sur les différents thèmes qui sont abordés ici. Moi j'ai adoré, et je m'attendais pas à l'aimer autant, comme je vous l'ai dit. Ça a été une vraie surprise, et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai tellement aimé. J'ai été scotchée par le déroulement de cette histoire, et à un moment donné, on assiste à un bouleversement un petit peu, pas de l'intrigue, mais la façon dont les choses vont tourner pour nos personnages principaux est catastrophique. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2, en espérant que dans le tome 2, on va retrouver certains de nos personnages et qui vont se réussir à sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent à l'heure actuelle, parce que ça craint du boudin, comme dirait l'autre. C'était incroyable. Je n'en reviens pas que l'auteur ait osé infliger ça à ses personnages principaux. Je trouve ça absolument gonflé et c'est très intelligent.
c'est bien vu, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment, vraiment très très hâte. Donc je vous le conseille de tout cœur, si vous n'avez pas peur du côté un peu très beaucoup macabre, etc. Par contre, je m'attendais à une histoire de mort-vivant, et pas vraiment, pas du tout, mais pas non plus complètement. Donc voilà, comme dit, je veux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler, parce que moi je l'ai complètement découvert ce récit, et je vous invite vraiment à le faire si ça vous tente. C'était vraiment très très chouette. En plus, je crois qu'ils sont sortis en poche maintenant, donc je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 9,29. Avant-dernière lecture du mois d'octobre, La récompense d'une mère d'Edith Wharton, qui était dans ma palle des cartes pour une carte Take a Chance. Donc c'est un livre que je n'ai pas pu choisir, il avait été, je l'ai pioché en fait, complètement au hasard. Alors, j'ai pas réussi à le caser dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai réussi à caser les autres, donc tant mieux. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une femme qui a la quarantaine et qui vit dans le sud de la France. Et elle a été reniée. En fait, c'est pas qu'elle a été reniée, c'est qu'elle s'est enfuie. Il y a une vingtaine d'années, elle a quitté son mari pour s'enfuir avec un autre homme. Elle avait une fille qu'elle a abandonnée à New York, où elle vivait avec son mari à l'époque. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'homme avec qui elle s'était enfuie est décédé depuis déjà des années. Et entre-temps, elle a connu une autre histoire d'amour avec un autre homme. Et cette histoire d'amour, c'était vraiment l'histoire d'amour de sa vie, en fait. Contrairement à son mari et à l'homme avec qui elle s'était enfuie, ce troisième homme qu'elle a rencontré plus tard, c'était vraiment l'amour de sa vie. Et ça c'était il y a 4 ans, parce que cet homme l'a quitté. Et donc, 4 ans après que cet homme l'ait quitté, elle reçoit un courrier, un télégramme, l'informant que sa belle-mère, donc la mère de son défunt mari, parce qu'on apprend que son mari est décédé, est décédée elle-même, donc la belle-mère est décédée, et dans la foulée, sa fille lui écrit pour lui dire maman, je veux que tu reviennes vivre à la maison avec moi, voilà. Parce que vu les circonstances dans lesquelles notre héroïne avait quitté le domicile conjugal, vous pensez bien que dans la bonne société américaine des années 20, 30, je crois que c'est les années 30, il me semble que c'est ça, 25, donc 20-30, voilà. C'était extrêmement mal vu, et la belle-mère, même après le décès de son fils, a absolument refusé que sa petite fille se rapproche de sa mère. Donc il y a un tuteur qui a été nommé, un ami proche de la famille. Et donc quand la belle-mère décède, notre héroïne, donc la maman, retourne à New York pour vivre avec sa fille. Alors, je vais pas vous dire grand chose de plus en fait par rapport à cette histoire pour ne pas vous spoiler, puisque l'élément de surprise, qui n'en était clairement pas un pour moi, l'élément de surprise n'est pas mentionné, il me semble, dans aucun des résumés que j'ai pu lire de cette histoire. Donc je vais pas vous dire exactement le climax de ce roman. Je n'ai pas aimé du tout cette histoire, pour la simple et bonne raison que on a une héroïne qui en fait n'en est pas une. On a un personnage qui a, comme je l'ai dit, une quarantaine d'années, qui retrouve sa fille qui a une vingtaine d'années et qui, bien entendu, est très heureuse. Elle a quand même abandonné sa fille il y a 20 ans, mais elle est très heureuse de revenir vers sa fille et de pouvoir renouer des liens avec elle. Elle n'est pas du tout intéressée par l'argent, parce que du coup sa fille a hérité de toute la fortune familiale du côté de son défunt mari, mais elle n'est pas du tout intéressée par l'argent. Elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment renouer des liens avec sa fille. Très bien, magnifique. Mais alors, le fameux climax dont je ne vais pas vous parler pour ne pas vous spoiler, concerne certains personnages, et en gros, notre héroïne détient une information qu'elle va passer tout le roman à maintenir secrète, mais d'un autre côté, faudrait quand même que je leur dise. Ah oui, mais non, mais je peux pas leur dire. Ah, mais attends, lui, il vient de dire ça, alors peut-être que du coup, je peux leur dire. Ah non, maintenant, trop tard. Ah, mais si, il faut quand même que je leur dise. Ah, mais non, en fait, je peux pas. Ah, mais si, quand même, faut vraiment, vraiment que je leur dise là. Ah oui, mais non, en fait, je peux pas. Et c'est comme ça pendant 222 pages. Donc vous pensez bien
je vais pas vous dire si finalement elle leur dit ou pas, je vais pas vous dire ce qu'elle leur dit, je vais vous dire à qui elle le dit, mais ça m'a saoulée, ça m'a gonflé, et cette héroïne qui n'a absolument aucune force de caractère, sa fille c'est pas mieux, les autres membres de la famille, alors à part le tuteur que j'ai beaucoup aimé, le tuteur de sa fille du coup que j'ai vraiment beaucoup apprécié, notre héroïne va passer donc tout le roman à osciller entre je leur dis pas, je leur dis pas. Et au final, elle va jamais réussir à se décider. Et du coup, à la fin, elle va prendre une décision qui va à l'encontre du bon sens pour tout le monde. Mais par contre, cette fois-ci, vu qu'elle a jamais réussi à se décider avant dans sa vie, eh ben, elle va se tenir à sa décision et du coup tout le monde sera malheureux. Personne n'a de happy ending, alors spoiler, hein, désolé, mais personne n'a de happy ending dans cette histoire, tout simplement pour la simple et bonne raison que notre héroïne est conne. Voilà. C'était violent, mais il fallait que je le dise. Je suis désolée, je n'ai pas aimé cette histoire, je n'ai pas aimé cette héroïne. Aucun des personnages n'est spécialement attachant. Le style est agréable, j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice que j'avais déjà découvert dans d'autres histoires. Mais il n'y a pas d'histoire en fait. On passe 200 pages à attendre que l'héroïne prenne la décision, la bonne décision. Parce que concrètement, il n'y a qu'une seule bonne décision à prendre dans cette situation. Et voilà. Je vais pas m'attarder plus, je pense que vous avez compris plus ou moins mon avis. Si vous avez envie de découvrir une histoire d'Edith Wharton, celle-ci n'est pas forcément la meilleure. Je lui ai mis 9 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copain il a atteint la note de 4,71. Et donc pour finir, le roman que nous attendons tous, et celui qu'on croyait tous qu'il serait mon roman préféré du mois d'octobre, mais qui ne l'est pas, mais pas de beaucoup, avec Our Violent End. Le tome 2 de This Violent Delight de Chloé Gong. Wow. C'est la réécriture, le tome 2, la suite, la fin, puisque c'est une duologie, de cette réécriture de Roméo et Juliette qui se déroule à Shanghai en 1920, 25, 26, 27. Dans le tome 2, on est plus sur 1927. Et dans le tome 1, 25, 26, je crois. Donc, dans cette histoire, ah oui, alors il était dans ma palle des cartes pour un livre de la Fairy Loot, et j'ai réussi à l'intégrer dans mon Pumpkinathon Challenge pour 2 citrouilles valent mieux qu'une, qui consistait à lire une duologie. C'était le deuxième tome d'une duologie, donc j'ai considéré que ça comptait. Dans cette histoire, donc, on va avoir 2 clans qui s'affrontent, qui s'affrontent, les Red Scarlet et les White Flowers. Les White Flowers sont dirigés par, je ne sais plus quel est son prénom, mais Montagoff, et le père de Juliette qui est, je ne sais plus son prénom, mais le nom de famille c'est Tsai. Donc on a Juliette Tsai d'un côté et Roma Montagoff de l'autre. Ils ont un passé commun, puisque dans le tome 1, on apprend qu'ils ont été amoureux, ils sont sortis ensemble, ils ont été amants. Puis Juliette a été envoyée à New York après un drame qui a ébranlé chacune des 2 familles, puisque donc, la querelle qui les oppose date des arrière-grands-parents, je crois. Ils se sont toujours fait la guerre, c'est la guerre des gangs, hein, voilà. Mais la... Je me souviens plus trop ce que je peux vous dire par rapport au tome 1 pour pas trop vous spoiler. En gros, il y a eu un attentat perpétré par l'une des 2 familles envers l'autre famille, et il y a eu vengeance, et voilà. Et chacun de nos 2 personnages principaux a perdu quelqu'un de très important pour lui dans cette histoire. Juliette est donc envoyée à New York le temps que les choses se calment plus ou moins, et elle revient des années plus tard, je crois 10 ans, non pas 10 ans, 5 ans peut-être plus tard, parce que je crois que là, ils ont 19 ans à peu près, et je crois qu'à l'époque ils en avaient 15, donc à peu près 5 ans, 5 ans plus tard. Elle revient à Shanghai pour plus ou moins prendre sa place d'héritière légitime du clan Scarlet. On va dire ça comme ça. Mais c'est toujours la guerre des gangs, et en plus de cette guerre des gangs, on a la révolution qui gronde, la révolution à Shanghai, donc la révolution de 1927, qui a réellement existé. L'autrice se base sur des faits historiques
réel. Et d'ailleurs, elle nous en parle dans sa note d'auteur à la fin du tome 1 et à la fin du tome 2. J'ai adoré cette histoire, cette duologie. Waouh, c'était trop bien. Le style de l'autrice est incroyable. Les personnages sont attachants. Guerre des gangs. Hein. Plus révolution, les socialistes, les communistes, tout ça. Donc c'est sanglant et même très sanglant. On a des personnages qui disparaissent, évidemment. On a... Alors c'est de la fantasy romance, historique puisque basée sur un fait historique réel, mais fantasy parce qu'on a un élément, on va dire, presque plus science-fiction, parce que c'est presque plus un élément scientifique, mais en gros dans le tome 1, la capitale est victime d'une attaque de monstres, qui est... Alors c'est gore, c'est vraiment graphique, le tome 1, le tome 2 aussi d'ailleurs, mais c'est assez graphique la façon dont les gens sont tués dans cette duologie. Ça m'a un peu heurté au début, mais bon, finalement je me suis habituée. Voilà, sachez juste que c'est pas tout beau, tout rose. L'histoire de Roméo et Juliette, de base, telle qu'on la connaît, la version originale, n'est pas magnifique, toute belle, et des paillettes, et voilà. Mais là, c'est pire. L'atmosphère est incroyable, même si j'ai trouvé que l'atmosphère était plus intéressante dans le tome 1, parce qu'on avait cette découverte des monstres. Dans le tome 2, je peux même pas vous dire quoi que ce soit de ce qui se déroule dans le tome 2 sans vous spoiler la fin du tome 1. Sachez juste que le tome 1 se termine par un cliffhanger de dingue, et que le tome 2 reprend très peu de temps après la fin du tome 1. Donc on sait à peu près ce qui se passe pendant ce laps de temps, et par rapport à ce fameux cliffhanger. L'autrice, j'ai mis beaucoup, c'est relatif, mais j'ai mis pas mal de petites tabs, et l'autrice fait énormément de références directes au texte de Shakespeare que j'ai adoré retrouver dans ce tome, parce que je crois que dans le tome 1 c'était quand même beaucoup moins présent, notamment la citation qui concerne le titre, Our violent ends, these violent delights have violent ends, ces désirs violents ont des fins violentes, dans leurs excès ils meurent telle la poudre et le feu que leur baiser consume. Pour la citation intégrale de Shakespeare. On a également une référence au passage du balcon, où d'ailleurs il y a même une scène où à un moment donné il y a un des deux personnages qui se retrouve sur le balcon de l'autre, mais il y a aussi les dialogues avec la rose, où Juliette dit à Roméo, dans la version originale, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo, abandonne ton nom, ou fais de moi une Montaigu et je ne serai plus une Capulet, ou quelque chose comme ça. Et Roméo lui répond, et non, c'est Juliette après qui dit une rose s'épanouit-elle tout autant sous un autre nom. Et donc il y a une référence aussi à ce côté une rose est une rose, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc pas mal de petites références directes au texte de Shakespeare qui m'ont vraiment beaucoup plu. J'ai adoré la façon dont les événements ont été amenés par l'autrice, dont l'histoire se termine, dont l'histoire se déroule et dont l'histoire se termine. Je me suis souvenu, arrivé à la moitié du bouquin, que c'était une réécriture de Roméo et Juliette. Je le savais, hein. C'était intégré, hein, voilà. Mais c'est seulement à la moitié du bouquin que je me suis dit « Oh, mais attends, c'est une réécriture de Roméo et Juliette ?» Et là, j'ai commencé à avoir très peur. Pour mes personnages principaux, un petit chouchou. Je ne vous dirai pas si l'autrice m'a brisé le cœur ou pas. J'ai adoré. Qu'elle m'ait brisé le cœur ou non, je trouve que cette fin est parfaite. Voilà. J'aime énormément la façon dont Chloé Gang a clôturé son récit. Elle explique dans sa note d'autrice que les faits historiques qu'elle mentionne ont réellement existé. Bien sûr, elle a brodé autour, elle a intégré des personnages qui n'existaient pas à l'époque, même s'il y en a au moins un qui a réellement existé. Et elle parle également des bâtiments, qui sont l'image un peu de l'âge d'or du Shanghai de cette époque-là, mais qui, à l'époque du récit, donc en 1927, n'existaient pas encore, n'avaient pas encore été construits. Ils n'ont été construits que dans les années 30, donc peu de temps après, mais à l'époque du récit, ils n'existaient pas encore. Elle les a quand même inclus pour le côté grandeur
et de l'histoire, pour un peu l'ambiance. Ce que j'ai adoré, et qui lui permet aussi, comme elle le dit très bien dans sa note d'autrice, que en fait son décor est déjà planté pour sa nouvelle série qui s'appelle Fall Lady Fortune, et qui se déroule à Shanghai dans les années 30. Donc peu de temps après cette duologie. Je ne sais pas par contre si les deux histoires sont liées, ou si ça va être totalement autre chose et où Juliette et Roma ne font pas du tout partie de ce nouvel univers. Mais bon, le décor sera le même, plus ou moins. On verra s'il y a une mention de mes chouchous dans la nouvelle série de l'autrice que j'ai précommandée chez Fairyloot, bien entendu. Si vous n'avez pas encore lu cette histoire et que vous lisez en anglais, parce que pour l'instant malheureusement elle n'a pas encore été traduite, je vous invite à le faire. C'est un anglais d'un niveau moyen plus, on va dire. C'est pas les livres les plus faciles que j'ai pu lire, d'autant que l'autrice mélange l'anglais avec le chinois et le français. Donc bon, bah, quand c'est du français, facile, hein. Mais quand il y a du chinois, bah, déjà je comprends rien, donc on ne peut que deviner ce qui se dit, parce qu'il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas de glossaire ni rien, donc on ne peut que deviner ce qui se dit entre les personnages. Et il y a certains termes en anglais qui sont un petit peu... C'est pas du langage courant, on va dire. Mais tout est quand même vachement compréhensible avec le contexte... comment on dit, grammatical. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir cette histoire. C'est une duologie qui... en 2 beaux pavés. Je crois que le tome 2 est un peu plus gros que le tome 1. Mais ils sont vraiment très très chouettes. Et c'est une de mes séries préférées maintenant. Et celui-ci, je lui ai mis aussi 18 sur 20 sur Livre Addict. Il a reçu aussi 5 étoiles sur Goodreads. Et il a atteint la note de 9 tout rond dans Copile. C'est la raison pour laquelle c'est seulement mon 2e roman préféré du mois d'octobre. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de l'avoir lu. Et ça me permet de clôturer une série sur une très, très, très belle note. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures du mois d'octobre. Est-ce que vous avez de nouveaux coups de cœur? Est-ce qu'il y a des titres qui vous ont un petit peu déçu? Et si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas trop quoi me dire, je vous invite à me laisser une flamme, petit clin d'œil, dans les commentaires pour que je sache que vous étiez dans les parages. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!